Je suis venue pour vous parler d'éducation, pour vous dire comment on peut remettre nos écoles au service de la vie. Et on sait combien il y en a besoin. Au départ, je ne viens pas du tout du milieu de l'éducation. J'ai passé 8 années dans le milieu des entreprises. Et à cette époque, en tout cas quand j'ai commencé dans le milieu des entreprises, je ressemblais plutôt à ça. C'est vraiment moi. J'étais cette jeune cadre dynamique qui en veut, qui est toute lancée, corps et âme, dans une performance à court terme, dans une course en avant épuisante, loin du sens, loin des valeurs, loin de mes valeurs. J'ai même travaillé dans des entreprises où au fond, j'étais pas en adéquation avec l'éthique et les valeurs. Et j'ai dû faire un gros chemin pour me repositionner. Et en fait, ce repositionnement est arrivé à un moment où, à force de me perdre dans cette course en avant, j'ai connu un petit, on pourrait dire, burn-out salutaire. Je ressens beaucoup de gratitude pour ce moment de ma vie, dans la mesure où il m'a permis de me tourner vers ce que toute mon éducation et toute ma vie en entreprise m'avaient fait fuir, moi-même. Et là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions, les questions que je voudrais que chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte se pose sur la Terre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Quel est mon rêve ? Et comment faire advenir ce rêve ? Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir rêver. Et au moment de ce chemin, de ce questionnement, j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire que je présente ici, qui s'appelle Edel Goeth, qui a conçu une formation qui transforme, qui s'appelle le Master pour le développement du leadership éthique. Ça transforme, c'est pas toujours confortable, on travaille beaucoup sur soi, mais ça a produit des résultats merveilleux. La première chose que j'ai apprise lors de cette formation, c'est celle-là. C'est que nous avons tous du potentiel. Et tous un potentiel de création quasi infini. Sauf que nos systèmes d'éducation, nos sociétés, ne sont pas du tout basés là-dessus. On est plutôt sur les manquements, les limitations, le peut mieux faire. Enfin, je pense que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'expérimenter le t'es nul, ou de le sentir que leurs enfants expérimentent ce t'es nul, qui est quand même assez terrible. Et donc j'ai pris conscience que j'avais du potentiel, et ça c'était nouveau pour moi. J'avais vraiment toujours eu l'impression de jamais être assez, jamais être à la hauteur, et donc ça contribuait à cette course perpétuelle en avant. Et puis, j'ai aussi pris conscience d'une deuxième chose qui m'a un peu secouée, c'est ça, c'est l'état du monde. C'est l'état du monde du point de vue de l'environnement, c'est l'état du monde du point de vue social, de voir toutes les inégalités à la fois dans nos pays dits développés, puis les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, de voir un modèle économique dont vous conviendrez avec moi qu'il est à rénover intégralement. Et je me disais, moi, je veux faire quelque chose pour ça, je veux contribuer. Je ne savais pas encore comment, mais une chose était sûre dans ma vie, c'est que j'avais une passion pour les enfants. J'ai toujours aimé être au contact d'enfants. J'ai un petit frère qui a 17 ans de moins que moi et qui a contribué à beaucoup dans ce projet que j'ai lancé ensuite. J'ai toujours éprouvé beaucoup de joie et j'ai toujours eu envie de donner beaucoup de joie aux enfants. J'ai toujours trouvé que le lien était magique avec les enfants. Et donc, lors de ce parcours dans ma vie et de ce repositionnement, j'ai eu envie de contribuer à ma façon pour les enfants du monde. Alors d'abord en France, et puis j'espère qu'on va pouvoir démultiplier dans le monde, mais contribuer pour leur offrir une éducation qui soit réellement au service de la vie. Une éducation qui ne mette pas dans le moule, une éducation qui leur permette de prendre conscience de leur potentiel, de leur talent unique, et du fait que, oui, ils peuvent, à leur niveau, contribuer à un monde meilleur, qui peuvent changer les choses. Et pour que plus tard, dans leurs activités, ils ne se lancent pas, comme moi je l'avais fait, la tête baissée pour être dans la performance à court terme, mais qu'ils s'interrogent vraiment sur qu'est-ce que je peux faire de ma vie et comment apporter mon talent unique au monde pour le faire changer pour le mieux. Et donc, je me suis lancée dans une grosse aventure qui m'a pris 3 ans et demi. Je vous passe tous les hauts, les bas, les difficultés. Mais en 2007, j'ai ouvert une école qui s'appelle Living School, qui se situe dans le 19e à Paris, qui accueille aujourd'hui 82 enfants, qui va de la maternelle jusqu'à l'élémentaire. Vous voyez, on a grandi. Et dont la mission, c'est réellement, par l'éducation et par la formation, contribuer à l'émergence de citoyens
épanoui, parce que c'est la base, c'est-à-dire que si je suis bien, alors je peux contribuer, déjà être bien avec soi, et puis bien avec les autres, et puis bien dans le monde. Donc de citoyens épanouis, responsables, qui par leur action contribuent à une réelle évolution de l'humanité. Voilà l'objectif ambitieux qu'on s'est fixé à Living School. Et j'ai envie de partager avec vous des principes de manière à les diffuser largement, dans la mesure où c'est tellement essentiel aujourd'hui de diffuser de nouvelles idées dans l'éducation. On a besoin de secouer l'éducation, de faire bouger, de transformer les choses. Le premier principe qu'on a à l'école et que je veux partager avec vous, c'est qu'on a mis dans le socle de la pédagogie, vraiment au socle de la pédagogie, à la base, le savoir-être. Le savoir-être, c'est l'ensemble de nos qualités, de nos défauts. C'est qui nous sommes, c'est notre personnalité, c'est l'ensemble de nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Et le savoir-être, vous voyez, il est un petit peu comme... Alors attendez, je vais trouver ce que j'avais caché là. Comme un sachet de thé. Vous voyez mon sachet de thé ? Bon, si je le trempe dans l'eau chaude, il va teinter toute cette eau chaude de sa couleur. Et notre savoir-être, il est comme ça. Si je suis un enfant, si je manque de confiance en moi, au niveau de mes savoir-faire, ça va avoir un impact. Je vais avoir du mal dans mes apprentissages à lever la main, à interroger, poser des questions parce que je ne comprends pas. Je vais avoir du mal en groupe à m'affirmer, à m'exprimer. Si je suis un enseignant et qu'au niveau de mon savoir-être, j'ai un fort besoin de contrôle, devinez quoi, dans mon savoir-faire, ça va se traduire. Je vais mettre en place un système d'évaluation qui va être basé sur le contrôle. Je vais mettre en place une façon de gérer ma classe qui va être basée sur le contrôle. Et devinez quoi, au niveau des réalisations, les enfants et le climat de classe va se ressentir de ce savoir-être. Et donc le savoir-être, il est essentiel. Et à Living School, on le travaille à tous les niveaux. Ce sont les enfants qui le travaillent, ce sont les enseignants, puisque en tant qu'adulte, on a besoin d'être exemplaire. Je ne peux pas prétendre apporter la confiance en soi à un enfant si moi-même je n'ai pas confiance en moi. Et puis, ce sont les parents. Il y a quelques parents dans la salle. Ce sont les parents qui travaillent aussi au niveau de leur savoir-être. Alors, juste en quelques images, ce qu'on fait, on parle de potentiel et on appelle ça le grand trésor, le plus grand trésor. Et pour célébrer ce grand trésor, ces capacités, ces compétences que tous les enfants ont, on met en place les cahiers de réussite. Donc toutes les semaines, là, vous avez Tyver et Tiffen qui sont heureux de présenter leur cahier de réussite, mais toutes les semaines, tous les enfants célèbrent leur réussite dans un cahier de réussite. Imaginez ça dans toutes les écoles du monde entier. Mais on ne parle pas non plus que des aspects positifs, que du grand potentiel. On parle aussi du potentiel qui est un peu plus contrarié, donc de l'état émotionnel, réactionnel, qu'on connaît tous, parce qu'on a tous des moments comme ça. Et donc les enfants ont appelé ça le crocodile. Et figurez-vous qu'à l'école, ils apprennent à dire stop à leur crocodile. Alors apprendre à dire stop à son crocodile, ça peut passer par un temps de recentrage, où on va prendre quelques respirations, un temps où on va aller s'isoler pour se retrouver. Ça peut aussi passer, là, comme Cléa nous le montre, par un moment où on va décharger son énervement ou sa colère dans le punching ball ou dans le coussin de colère. Et un exemple que je voulais vous donner de toute la belle évolution que ça crée chez les enfants quand on met le savoir-être réellement au cœur d'une pédagogie, et j'ai vraiment à souhait que toutes les écoles s'emparent de ça parce qu'on en a besoin. Voilà Com. Com, il est arrivé chez nous il n'y a même pas 2 ans. Il est arrivé, il manquait de confiance en lui-même. Et il manquait beaucoup de confiance en lui. Et sa maman raconte cette anecdote que je partage avec vous. Elle dit qu'un soir, elle devait passer un coup de fil très urgent et elle avait besoin de 10 minutes. Et donc, elle s'adresse à Com et à sa petite sœur Albertine. Et elle leur dit « Les enfants, je ne vais pas être disponible pendant 10 minutes, j'ai vraiment besoin que vous vous gériez. » Alors, ok. Et puis elle est au téléphone et la petite sœur, Albertine, qui a 2 ans et demi, commence à pleurer. Elle continue son coup de fil, un peu embêtée, et puis elle entend que les pleurs s'amenuisent. Et puis quand elle termine son coup de fil, les pleurs se sont arrêtés. Elle s'avance vers les enfants, et là, elle surprend Com en train de parler à Albertine. Et Com dit à Albertine, « Tu sais Albertine, tu as un grand trésor à l'intérieur de toi. Tu vois, tu peux trouver la force d'arrêter de pleurer. Moi, avant, je me sentais nulle. Et maintenant, ça va mieux. » Et vous voyez, j'aime cet exemple parce que ça montre qu'un enfant qui est touché, qui commence à sentir la richesse, le potentiel qu'il a en lui, il est capable de le retransmettre et de le donner à d'autres, à sa sœur, mais encore à d'autres enfants.
Donc c'est assez merveilleux, d'autant que les enfants, ils vont beaucoup plus vite que nous les adultes pour démultiplier. Un autre principe que je voulais vraiment partager avec vous ce soir, c'est de permettre aux enfants de changer les choses dans le monde. Moi, j'ai toujours trouvé terriblement injuste que les enfants qui ont ce sentiment, et vous le connaissez, fort de justesse et de justice, et qui ont ce fort besoin, soient ceux qui soient le plus éloignés de notre monde pour agir. On leur dit « Non, 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 tu vas travailler encore là 15 ans, et ensuite, tu verras comment tu pourras changer les choses. » Sauf qu'entre nous, au bout de 15 ans, on ne change plus grand-chose. Parce qu'on est rentré dans un moule, dans un formatage. Et donc, ce que j'ai souhaité créer à Living School, c'est le fait que les enfants puissent accéder au monde, qu'ils puissent changer les choses. Et voilà un exemple de ce qui peut arriver à Living School, c'est Elliot. Elliot, sur cette photo, il a 5 ans. Et c'est quand il a eu 5 ans qu'il a dit à son enseignante, Sophie, « Tu sais, Sophie, quand je serai grand, je voudrais être policier de la planète, pour apporter à manger à tous les enfants du monde qui ont faim. » Et Sophie lui a dit « Mais c'est magnifique, Elliot, est-ce que tu voudrais faire quelque chose aujourd'hui ?» Il a dit « Ah bon, c'est possible ?»« Ah oui, c'est possible. » Alors, il a convaincu tous ses copains de faire quelque chose pour le monde et pour la faim dans le monde. Et puis, Sophie, le soir, sur Internet, tout de suite s'est renseignée pour voir « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Avec qui on peut travailler ?» Et on a travaillé avec Action contre la faim. Les enfants ont peint des assiettes contre la faim. C'était Noël, ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour parce qu'il y avait du sens. Et avec les assiettes qui ont été vendues, ce sont 7 enfants qui ont été concrètement sauvés de la faim pendant 1 an. Quand on a annoncé ça aux enfants et quand ils ont pris la mesure de ce qu'ils avaient réalisé, devinez quoi? Ils ont voulu continuer. Et donc depuis, il y a eu énormément de projets portés par les enfants qui venaient, soit de gens qui venaient à notre rencontre, soit de leurs idées à eux. Et quelques exemples en images de ce qu'ils ont pu réaliser, 2 exemples notamment. Alors, avec Nicolas, que vous avez entendu précédemment, les enfants ont aidé à replanter 722 arbres au Sénégal, en Casamance. Et on a profité de ce moment pour travailler avec la classe juste à côté de la pépinière du village de Teyel, francophone. Et c'était énorme pour les enfants de vouloir apprendre. Notre plus grande classe, à ce moment-là, apprenait à lire, à écrire. Et ils étaient passionnés pour apprendre à lire, à écrire, parce que, tu comprends, il faut que je réponde à Fatimata, que moi, j'ai 0 frère, 0 sœur, que j'ai pas une poule comme un animal de compagnie, mais que j'ai un hamster ou un lapin. Et puis, on a travaillé aussi avec Claudine André, et les enfants ont pu parrainer des bonobos. On a aussi travaillé pour que Jean-Pierre, qui est le SDF du quartier, puisse passer des nuits au chaud dans un hôtel. Donc vous voyez, ça c'est tout ce que les enfants peuvent faire quand on met vraiment notre regard sur leur potentiel, sur leur talent unique. Et imaginez juste ce que ce serait si toutes les écoles du monde s'emparaient de ce projet. Voilà, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je vous remercie.